Hello Olivier, comment vas-tu? Très bien, Jack, merveilleusement bien. Mais toi, tout va bien? Tip top, oui, oui, même si on est à la maison confiné, mais on en profite quand même pour bosser un petit peu sur, Voilà, sur nos business et puis profiter pour faire exactement. des interviews comme ça. C'est gentil. Merci en tout cas de m'inviter. Mais de rien, merci à toi. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, je te présente Olivier Ranocha. Donc, c'est un confrère copywriter dont j'apprécie beaucoup le travail et que je connais assez bien et qui rédige aussi, comme moi, des argumentaires de vente pour des gros entrepreneurs et puis qui leur permet de faire révolutionner leurs résultats grâce à tes textes, hein, c'est bien ça? C'est bien ça, effectivement, une bonne partie de mon job, tout à Ouais, fait. super. Du coup, je te laisse te présenter peut-être directement, ce sera plus facile. Ouais, parfait, merci. Donc oui, comme l'a dit Jack, donc voilà, donc une bonne partie de mon travail est effectivement d'être copywriter, en tout cas dans ma nouvelle vie, depuis ma nouvelle vie d'entrepreneur, je dirais, je pense qu'on en reparlera. Une bonne partie de mon job est effectivement de réaliser le copywriting de plusieurs millionnaires du web. J'aime bien les présenter comme ça parce que Mhm, voilà, certains préfèrent rester assez discrets par rapport au fait qu'ils bossent avec des copywriters. Voilà, ça c'est un peu mhm. leur volonté. Et avec pour moi un gros dada, un truc qui me botte vraiment, c'est tout ce qui est email marketing. Oui. Alors bien entendu, je fais aussi des argumentaires de vente sous forme de pages de vente, c'est forcément nécessaire, ou des webinaires. Mhm. Mais c'est vrai que l'essentiel de mon job pour ces clients reste quand même l'email marketing, qui est un canal que j'affectionne particulièrement. Et puis, à côté de ça, j'accompagne aussi, on va dire que maintenant je suis un petit peu à du 50-50, j'accompagne aussi D'accord. des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs dans le développement de leur activité, essentiellement en tout cas en utilisant le canal web. Et donc là, le copywriting vient à un Oui. moment donné, c'est logique hein, dans, Oui, oui, oui. dans l'accompagnement, mais pas que. Voilà, le but c'est vraiment de prendre de la hauteur par rapport à leur activité et puis trouver comme ça les meilleures stratégies et puis après mettre en place les choses Mhm, mhm. concrètement. Ok. Ah c'est top. Mais si je ne me trompe pas, ça fait bien 10 ans que tu es entrepreneur, hein, pas forcément copywriter, mais Oui. que tu es à ton compte. Donc, on sent bien un peu cette envie d'être ton propre patron. Donc, c'est quoi qui t'a donné vraiment cette motivation, cette envie, depuis presque toujours, de vouloir te lancer dans Oui. l'entrepreneuriat? Alors, ça fait même un peu plus que ça, parce que je me suis lancé en 2007. Ah oui. À l'époque, j'avais donc, voilà, un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, Mhm. dans une boîte comme manager de projet dans le web. Et, euh, et, et j'avais cette envie, entre guillemets, de liberté. Enfin, moi, c'est le premier mot qui m'était venu à l'esprit, c'est voilà, cette image qu'on a tous quand on est salarié, qu'on veut devenir indépendant, dire ah, plus Mhm. de patron, égale plus de contraintes, égale liberté, c'est génial. Et donc ça, c'est un peu l'idée que j'avais en tête. Et c'est Sur le avec papier, cette quoi. idée-là, ouais, sur le papier en tout cas. Bon, j'ai vite déchanté, mais ça après, voilà, ça fait partie de l'histoire. Mais effectivement, c'était l'image que j'avais en tête, et c'est ça qui m'a poussé en 2007, voilà, à donner ma démission, à déposer ma démission auprès de mon Mhm. employeur, en me disant comme ça que j'avais un mois et demi pour me lancer, le temps de mon préavis. Et je me dis, Ok. j'ai un mois et demi pour trouver mes clients, parce que j'avais forcément pas de clients, puisque je me lançais. Et j'ai commencé comme ça, avec cette idée que pour moi, indépendant égale liberté. Alors Ouais. après, ça n'a pas forcément rimé avec liberté au début, puisque j'ai bossé comme consultant, donc malgré tout, je bossais chez des clients, donc j'avais entre guillemets les mêmes contraintes qu'un Ouais. salarié, voire plus. Parce que, oui, un salarié, il y a les règles sociales. Un Mhm. indépendant, tu peux te permettre plus ou moins ce que tu veux avec lui. Et tu comptes plus tes heures. Et tu comptes plus tes heures parce que oui, mais tu comprends, Olivier, tu nous coûtes plus cher qu'un salarié. Donc, bon, bref. Donc, ce qui fait que de 2007 jusqu'à 2013, ce sentiment de liberté, finalement, je ne l'ai pas vraiment vécu. Mhm. Et puis en 2013, j'ai un gros contrat qui s'est arrêté net, quasiment du jour au lendemain chez un Ah ouais. client. Et j'ai vu ça comme une première opportunité de retransformer mon activité. Et je me dis, plutôt que d'échanger mon temps contre de l'argent, je vais créer une agence web. Donc, Mhm. je vais engager du personnel, je vais travailler avec des freelances qui vont faire le job, entre guillemets, pour moi. Et je vais essayer de lancer ainsi. Je me dis, ça va être plus une idée de liberté pour moi. Ce que j'ai fait, et c'est vrai que c'était très, très, très sympa,
Sauf que là, pareil, il y a une notion de liberté à partir du moment où tu as des salariés, à partir du moment où tu as même des freelances qui bossent pour toi. Bon, voilà, moi, en tout cas, ça correspondait quand même pas à cette notion de liberté. Oui. Et voilà, bon, une chose en entraînant une autre. En 2017, septembre 2017, malheureusement, je dois déclarer ma société en faillite. Oui. Où je me retrouve là, pareil, hein, du jour au lendemain, sans revenu, forcément, puisque quand tu es indépendant, si ta société fait faillite, tu te retrouves sans rien. Et c'est là où, comme je le dis souvent, j'ai commencé, entre guillemets, ma deuxième carrière d'entrepreneur, puisque j'avais deux choix qui se présentaient à moi, soit de trouver rapidement un job de salarié, puisque bon, voilà, ma compagne à l'époque avait un 3/5e temps, donc ce n'était pas suffisant pour, voilà, pour une famille de 4 enfants. Et donc je me dis, soit je trouve un job de salarié, soit je trouve autre chose. Et l'idée de redevenir salarié, voilà, ça m'a... C'était le stress, quoi. Ouais, là, je me suis dit, non, je peux pas, quoi. Je me suis imaginé, en fait, me lever le matin, repartir bosser pour un patron, avoir un chef au-dessus de moi qui me dit quoi faire, quand faire, demander la permission pour prendre congé. Enfin bref, je me suis imaginé ma vie comme ça et je me suis dit, je peux pas. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, finalement, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, je m'intéressais au copywriting depuis, allez, 1 an à ce moment-là. Oui. Mais plutôt parce que je m'étais aperçu que finalement, sans le savoir, j'utilisais le copywriting pour aller chercher mes clients depuis 2007, puisque je ne suis pas commercial. J'ai jamais été bon commercial. Il y a d'ailleurs un jour un ami qui, lui, est très bon commercial, me dit, Olivier, je pense que tu es probablement le pire commercial que j'ai croisé de ma vie. Et c'est vrai, je suis vraiment pas bon dans ce domaine-là, faire de la prospection, voilà, c'est vraiment pas mon truc. Et donc, indirectement, j'ai toujours utilisé finalement un peu les mécanismes de copywriting sans le savoir pour trouver les clients. Et je me suis dit, allez, banco, je me lance là-dedans. Et donc, je me dis, je vais me devenir copywriter freelance. Et donc, en novembre 2017, j'ai commencé à chercher mes premiers clients comme ça en tant que copywriter. Okay. Un peu à l'arrache, hein, faut le dire. Au début, on commence un peu comme on peut. Hein. Ouais, voilà. Mais après, tu as eu rapidement un coup de poker, non? Ouais, et puis de culot, effectivement, j'ai découvert un petit peu comme ça par hasard un gars que ton audience va probablement très bien connaître, qui s'appelle Antoine Pétavin. Oui, oui, tout à fait. Que j'ai contacté, comme tu dis, sur un coup de poker. Je l'ai contacté et, en mode vraiment très, très, très cool, très sympa, en disant, écoute, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce que tu serais d'accord que je réécrive ta page de vente? Je ne te demande rien. Je ne te demande même pas de la publier. Juste que tu m'autorises à la réécrire. Bon, ce qui était très con en soi, mais parce que j'aurais pu la réécrire tout seul dans mon coin. Il a accepté, je l'ai fait, je lui ai envoyé ma copie, je l'ai fait courte, mais voilà, il a adoré. Oui. Et de fil en aiguille, il m'a invité du coup à participer à des lives qu'il organisait dans son groupe. Cool. Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné après très vite, puisque ça, on était aux alentours de décembre 2017 dans ces eaux-là. Et de fil en aiguille, je me suis fait un nom parce que j'étais totalement inconnu sur le web à cette période-là. En 2017, j'étais un parfait inconnu. Ouais. Et voilà, et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai réussi à être contacté par ce que j'appelle plusieurs millionnaires du web pour qui j'ai commencé à bosser et qui a donné un putain de coup d'accélérateur à ma carrière en tant que copywriter, ça c'est clair. Oui, c'est sûr, quand tu as après des gens qui te recommandent et puis qu'ils savent ton travail et puis l'autre te recommande, c'est plus facile après pour enchaîner les contrats à la suite. Et c'est le gros avantage, je trouve en tout cas, et je le remarque encore avec certaines personnes que j'accompagne qui ont cette envie de devenir copywriter, je le remarque encore avec eux, c'est qu'il y a quelquefois, oui, un premier effort à faire pour aller choper ses premiers clients. Mais souvent, après, il y a moins ce besoin de prospection en tant que copywriter. C'est, pour reprendre une expression qu'on connaît, c'est un peu un métier qui ne connaît pas la crise, quoi. C'était Alain Bachung dans sa chanson là, qui disait ma petite entreprise qui ne connaît pas la crise, même si lui, il ne parlait pas de business, mais c'est autre chose. Mais le copywriting, c'est gros avantage. C'est quand l'économie fonctionne normalement, on a besoin de copywriter parce qu'il faut vendre des produits. Et quand l'économie connaît un coup dur, on a encore plus besoin des copywriters. Oui. Parce qu'il y a encore plus besoin d'aller convaincre un maximum de personnes de passer à l'action. Ouais, puis ça permet après, avec du bon texte, de ressortir du lot. Et puis c'est tout le travail du copywriter, de la recherche du marché qu'il y a derrière. Oui. Et puis, justement, par rapport à connaissance marché, tu as créé, je crois, en 2019,
une formation autour du copywriting, Copycat. Oui, tout à fait, Donc, oui. je connais son contenu et il Oui. y a plusieurs modules, si je ne me trompe pas, sur la connaissance marché. Donc, c'est quelque chose aussi que tu t'en parles régulièrement ou tu attaches de l'importance à ça. Pourquoi c'est Oui. important pour toi? Je sais que c'est un peu basique, mais ça permettra un peu Oui, non, de… non, non, alors c'est vrai que on entend souvent parler de ça, dire connaissance du marché, persona, etc. À tel point que parfois ça devient un peu cliché et on se dit en fait finalement c'est de la Exactement. connerie, mais c'est tout l'inverse. En fait, c'est vrai que quand on ne connaît pas forcément le copywriting, on se dit l'essentiel du job d'un copywriter c'est d'écrire, ce qui peut paraître logique, en disant bah oui c'est son job, mais globalement on va dire que 70% du travail d'un copywriter sera dans l'étude de la connaissance de son marché, on va y revenir après, la connaissance du produit, etc. etc. 10% c'est du travail d'écriture et 20% c'est du travail de réécriture, de réédition. Mhm. Mais pourquoi la connaissance du marché est indispensable? Tout simplement parce que le copywriting en tant que tel, il n'y a rien de magique. Il ne sait pas qu'on utilise des mots magiques ou des structures spéciales. Ou voilà. Alors oui, il y en a, mais c'est surtout qu'on va aller appuyer sur des éléments fondamentaux qui permettent la vente, qui sont les émotions. Des émotions comme la frustration, des émotions comme la douleur, des émotions comme l'envie, le désir, la peur aussi va être utilisée. Et pour réussir à découvrir ces bonnes émotions, il faut connaître son marché. Donc, il faut savoir ce dont ils ont envie, ce qu'ils désirent, ce qui leur fait peur, de quoi ils veulent sortir, vers quoi ils veulent aller. Et tout ça, ça nécessite d'étudier profondément son marché. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle c'est indispensable, c'est tout simplement pour se permettre de devenir authentique. C'est-à-dire que plus… je fais souvent la comparaison avec… C'est comme l'amitié, en fait. Oui, Quand on c'est ça. démarre une amitié avec quelqu'un, voilà, on rencontre quelqu'un pour la première fois dans un bar, on boit un verre ensemble, bon voilà. Ou comme quand on tombe amoureux, au départ, on n'est pas authentique, on joue un rôle, on essaie de s'afficher sous un certain jour, etc., etc. Mais plus on connaît la personne, plus on va passer de temps avec elle, plus on va se rendre compte qu'on a des points en commun, plus on va réussir à être authentique vis-à-vis de cette personne. On va être naturel, on va être simplement comme on est. Et voilà, et cette connaissance du marché permet aussi ça, permet à un moment donné d'arriver à écrire de façon authentique, en étant naturel, en étant conversationnel. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore écrire des emails. C'est pour moi un des canaux où on a vraiment cette possibilité de se lâcher et d'être vraiment dans du conversationnel, dans de la discussion limite amicale avec son audience. Et ça, c'est vraiment top puisque ça devient vraiment très plaisant d'écrire du coup. Le but, c'est justement ça, c'est Donc d'avoir voilà, un ça peu c'est deux. une conversation qui soit Ouais, entre poteaux, en utilisant les mêmes termes, puis exactement. pas avec des phrases toutes faites qui donnent Au juste envie contraire, ouais, de tout fermer, à quoi. fait. Mhm. Exactement. C'est vraiment ça. Il faut vraiment que la personne se dise, ce texte, il a été écrit pour moi, juste pour moi. J'ai l'impression que le gars, il me parle vraiment. Et il ne faut pas que ce soit du chiquet. J'insiste beaucoup sur le côté Mhm. authentique parce que les détracteurs, entre guillemets, du copywriting disent, ouais, mais bon, c'est influencer les gens, c'est les manipuler, voilà. Et ça peut, bien entendu, euh, ça peut être utilisé pour ça, il faut être clair, Tout à mais fait. moi, ce que j'essaie vraiment, c'est d'insister sur le fait que à partir du moment où on est authentique et à partir du moment où on est convaincu que ce que l'on a à proposer va aider les personnes à qui on va le proposer, c'est notre devoir de faire en sorte qu'un maximum de personnes passent à l'action. Mhm. Et donc là, on est dans l'acte de convaincre et de persuader les gens, on n'est pas dans la manipulation bête et méchante, entre guillemets. Mhm. Ouais, quand on le fait avec sincérité, en fin de compte, c'est comme dans l'amitié. On peut jouer Exactement, un rôle pendant un certain moment, mais c'est ça. après, le masque il tombe, et puis si on n'est pas sincère, tout qui se casse la gueule, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme dans Ouais. l'amitié ou l'amour. On peut effectivement jouer un rôle à un moment donné. Ça va peut-être passer un certain temps, sauf qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche et Mhm. ça va casser. Tandis que si on bat les masques justement et qu'on arrive à être authentique et à créer ce lien très naturel avec la personne, c'est une amitié qui peut durer. Mhm. Et c'est le but du copywriter, c'est de faire en sorte de créer une relation forte et Mhm. durable avec son audience. Il ne faut Ok. pas se griller. Si on se grille Voilà. directement, ouais, ok, on peut faire un C'est gros raté, coup. quoi.
Voilà, mais après, c'est terminé, quoi. Après, il y a voilà, il y a des spécialistes là-dedans, et c'est pas péjoratif quand je le dis. Il y a des copywriters très bons, hein, au demeurant, mais qui ont cette spécialité d'avoir un copywriting très, très hard, très agressif, entre guillemets, qui probablement doit obtenir un gros résultat, mais après, ils sont grillés sur le marché, quoi. Après, ils ont intérêt à passer sur d'autres marchés parce que ça. Voilà. Bon, après, on tombe un peu sur le côté marketing répulsif, qui est bien de le faire à un certain moment pour éliminer ceux qui ne sont pas forcément intéressés à ton message. Après, j'imagine que si tu tombes trop dans le truc répulsif, là, tu te fais griller, comme tu dis. Oui, voilà, c'est vraiment un juste milieu, et c'est un juste milieu au niveau émotionnel. Le copywriting, finalement, c'est ça, hein, c'est écrire d'une façon telle qu'on va toucher l'émotion de la personne en priorité, pour ensuite adresser à son côté rationnel des éléments qui vont le convaincre qu'il peut passer à l'action en toute confiance. Mais avant tout, il faut s'adresser au niveau des émotions de la personne. Donc oui, il faut utiliser à un moment donné du répulsif, mais bon voilà, il faut trouver toujours le juste équilibre entre les deux. Ouais. Tu as une méthodologie un peu pour faire cette recherche de connaissances clients avatar? Alors, une façon de faire un peu? Oui, alors moi alors il y a d'abord les classiques de chez classique, qui sont tout simplement, et c'est quelque chose que j'ai toujours fait quand je commence à travailler avec des clients, c'est toujours ce que je fais, c'est bêtement déjà de commencer à regarder ce que. Alors là, je parle en tant que copywriter qui écrit pour quelqu'un, d'accord, donc qui écrit pour une autre personne. Je commence déjà tout simplement par regarder ce que cette personne pour qui j'écris a commencé qu'est-ce qu'elle a déjà écrit éventuellement, qu'est-ce qu'elle a déjà publié, comment elle s'exprime. Donc là, c'est plutôt déjà pour savoir comment elle appréhende son marché. Ensuite, il y a le classique, c'est forcément de trouver des bouquins ou des chaînes YouTube, en tout cas du contenu qui est absorbé par les personnes à qui on va devoir s'adresser. Vraiment pour se mettre dans ses baskets, hein, finalement. Il y a, je ne sais pas si c'est connu en Suisse, Choupi, le dessin animé Choupi. Voilà, je regardais ça à l'époque avec mes enfants. Et il y a un épisode à un moment donné où justement son père disait à Choupi, dit oui, mais il faut que tu regardes le monde au travers des yeux je crois que son copain s'appelle Benoît, et comme ça tu vas comprendre ce que Benoît il veut. Et effectivement, ça résume très bien ce qu'il faut faire, c'est voir le monde au travers le regard de la personne qui devoir s'adresser. Voilà. Et une chose qui marche aussi assez bien quand on a la possibilité de le faire, c'est vraiment des interviews qualitatives. C'est-à-dire que quand j'en ai la possibilité, je demande à mes clients de pouvoir interviewer 2, 3, 4, 5 grand max, parce que ça prend du temps, clients. Qui ont déjà acheté, quoi. Et si possible, dans le lot, voilà. Et si possible, le top du top, c'est d'avoir et des personnes qui ont acheté, mais aussi de réussir à contacter des personnes qui n'ont pas acheté. Voilà. Et d'avoir une conversation tout simplement avec ces personnes d'une demi-heure, 40 minutes, parfois ça prend plus longtemps, mais c'est de vraiment prendre le temps d'avoir une conversation avec ces personnes pour leur poser un maximum de questions, comprendre qu'est-ce qui les a fait passer à l'action, qu'est-ce qui les a décidés, qu'est-ce qui les a rassurés. Pour celles qui n'ont pas acheté, c'est finalement qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas passées à l'action, etc. etc. Et c'est une méthode qui prend du temps, ça faut se le dire. Mais c'est la meilleure. Ouais, ça c'est top, parce qu'après on a beaucoup de choses qui ressortent de tout ça. Oui, les gens ils ont déjà acheté, donc. Voilà. Et après, il faut écrire, il n'y a pas de secret. Voilà, c'est à force d'écrire aussi, on va se rendre compte de qu'est-ce qui fonctionne pas bien, à quoi les gens réagissent, à quoi les gens ne réagissent pas. Donc là, c'est à force d'écrire aussi qu'on va le découvrir. Ouais. Sur ton site vitrine, tu parles de copywriting créatif et puis écriture persuasive, pardon. Oui. Il y a un concept derrière ça, ou bien tu entends quoi par créatif? Alors, le côté créatif, c'est au départ, je voulais mettre même, mais je croyais que ça allait peut-être faire un peu de trop. Je voulais mettre intuitif. Mais c'est cette notion. Alors, le copywriting, il y a une démarche qui est très rationnelle. Et d'ailleurs, dans le programme dont tu parles, Copycast, j'explique un petit peu une démarche qui est une des démarches, qui est celle que moi je préconise, mais qui est une des démarches que je trouve intéressante en tant que copywriter quand on doit se mettre à écrire pour quelqu'un ou quelque chose. Donc, il y a toute une démarche un petit peu rationnelle, toutes des étapes à suivre. Mais malgré tout, il y a à un moment donné cette nécessité de laisser
parler sa créativité, son intuition. Pour revenir sur la question du persona, il y a une chose qui est, enfin notre cerveau a quelque chose là-dessus par contre de formidable, c'est qu'à partir du moment où on va ingurgiter énormément d'informations sur un sujet ou sur une tranche de marché, sur une population, qu'on va étudier énormément de choses et puis qu'on va laisser infuser, il y a naturellement, créativement et intuitivement des choses qui vont ressortir. On ne va pas trop savoir expliquer d'où ça vient et ça va venir. Ouais. Et c'est en ça que je dis qu'il y a quand même un côté créatif. Il faut laisser place à la créativité. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste toujours énormément pour avoir suffisamment de temps pour produire une copie, pour produire un argumentaire de vente, surtout quand c'est pour un nouveau client. De ne pas hésiter à prendre un délai long du style 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois éventuellement. C'est parfois très compliqué à négocier, mais c'est vraiment indispensable. Parce qu'au moins, on va quitter ce côté purement rationnel dans l'écriture et on va laisser à un moment donné parler cette créativité qui va faire qu'il y a des choses qui vont jaillir où on va se dire « Ah, waouh, d'où jamais de manière rationnelle j'aurais pu sortir ça. » C'est simplement en laissant infuser les choses dans notre esprit que les choses après arrivent et sortent. Ouais, c'est notre cerveau, en créatif fait. pour persuader. Ouais. Notre cerveau, en fait, il peut gérer, si je ne me trompe pas, de façon consciente, cette information à la seconde. C'est ça. Par contre, l'inconscient, c'est des millions d'informations. Oui. Et du coup, comme tu dis, quand tu laisses infuser, ben après, c'est ton cerveau qu'automatiquement, il va te faire ressortir les bonnes informations. Le fameux Eureka ou la fameuse idée qui vient quand tu es sous la douche ou la fameuse idée qui vient quand tu es en voiture, quand tu es tu sais, un petit peu dans ces modes, alors je ne sais jamais si c'est alpha ou bêta, là, mais le fameux mode un petit peu de quasi-hypnose comme ça, et où tu as des idées qui jaillissent, mais elles ne jaillissent pas de nulle part. C'est la fameuse, alors moi j'aime bien reprendre la fameuse loi de Lavoisier, alors qui est normalement en chimie, mais j'aime bien dire rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais c'est exactement pareil, et c'est en ça qu'il y a ce côté créatif. On ne crée pas l'information, on ne fait que la transformer. Et pour la transformer, il faut emmagasiner des choses, laisser infuser, et puis laisser venir à soi, laisser sortir les trucs, quoi. Je ne sais plus quel copywriter qui disait qu'il faut écrire bourré, puis après éditer. Oui, alors c'était pas un copywriter, hein, c'était un romancier, c'était Hemingway. Ah, c'est romancier. Ah oui, voilà. Ouais, c'était Hemingway qui disait ça, écrire en étant bourré et rééditer, enfin relire en étant sobre. Ouais, il y a un peu de ça, effectivement. Il faut à un moment donné, c'est le fameux flow, comme ils disent aux États-Unis. C'est une fois qu'on a dans le flow d'écriture, bah, il faut y aller. Il ne faut pas s'arrêter. Et généralement, ce flot d'écriture va venir justement naturellement à partir du moment où on aura laissé suffisamment de choses infuser. Ouais, dès que tu commences un peu à relire, à regarder les fautes d'orthographe, c'est que tu es déjà hors du flow. C'est foutu. Ouais. Après, voilà, il vaut mieux fermer son ordinateur, partir faire autre chose et puis revenir dessus après. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai besoin aussi d'un peu de m'isoler et puis de presque faire le vide quand je commence à écrire et puis pas être forcément dérangé. Et du coup, comme je sais que t'es papa, je me posais la question un peu comment tu t'organises tes journées avec les enfants en bossant à la maison. Ça ne va pas forcément être toujours facile. Tu fais partie des entrepreneurs papa. Oui, tout à fait. Je sais que ce n'est pas facile. Hein. Non, c'est vrai que c'est alors bon, il y a cette période pour l'instant un peu particulière de confinement, mais hors de cette période, je dirais justement, et pour revenir sur cette notion de liberté que j'avais toujours envie en fait de vivre, qui a toujours été une valeur importante pour moi. L'avantage, c'est que maintenant cette liberté, je l'ai vraiment, et donc cette liberté, grâce à ce job, de pouvoir organiser mes journées comme je le veux. Donc là, maintenant, entre-temps, ma compagne est repassée à temps plein et j'organise vraiment mon temps de travail tout simplement par rapport au timing des enfants. C'est-à-dire que je bosse en gros, je vais résumer, je sais qu'entre 8h30 et 15h, je suis tranquille. Qu'avant 8h30, il y a les enfants, il faut s'occuper des enfants et les conduire à l'école. Et à partir de 15h, ils reviennent de l'école, il y a leurs activités et c'est mort. Donc ça fait une période de temps qui est, entre guillemets, relativement courte, mais qui m'oblige justement à aller à l'essentiel. Et finalement, c'est ça aussi que, alors j'en étais déjà convaincu avant ça, mais ça m'a encore prouvé encore plus,
à quel point moins on a de temps pour faire de choses, plus on va aller à l'essentiel et plus on va mettre de côté tous les trucs qui servent à rien. Et donc moi, j'organise vraiment mes journées comme ça. C'est que je sais que je vais souvent écrire au matin. À partir de 8h30 jusqu'à midi, ça va être un petit peu ma période d'écriture. Et je vais réserver l'après-midi jusqu'à 15h, voilà, pour des choses où je peux être un petit peu plus fatigué. Soit des meetings, soit si j'ai des trucs à enregistrer en audio. Voilà, si j'ai des accompagnements à faire, ça ne me dérange pas de le faire en après-midi. Et puis souvent, voilà, si j'ai vraiment besoin, je travaille encore un petit peu le soir, Le une fois qu'ils soir, sont au lit. J'ai encore la chance qu'ils sont jeunes, donc en période normale à 20h30, ils sont au pieu, hein, donc ça donne encore la possibilité éventuellement de bosser à ce moment-là. Bon, je sais que tu aimes bien tout ce qui est un peu système de productivité, tu as un peu tes routines matinales aussi. Ça t'aide Oui, un peu à organiser ton travail puis être focus sur tes actions de la journée, j'imagine. oui, et en fait, j'ai effectivement testé enfin vraiment énormément de choses et j'en teste encore, que ce soit en termes de routine ou même de système, d'outils, de machin, etc. etc. Et je remarque assez souvent, je reviens à un truc qui est vraiment le plus basique, c'est de nouveau tout simplement me dire, bon, j'ai une période de temps qui est très limitée, faut le dire entre guillemets par rapport à un horaire de travail classique. Et je me contente simplement au moins de noter les 3, parfois 5 choses, mais au moins les 3 choses indispensables que je dois terminer aujourd'hui. Point barre. Et c'est quand on s'oblige, entre guillemets, à faire ça, automatiquement, tous les trucs un petit peu accessoires, les machins un petit peu futiles, on les met de côté. Voilà, on les fait après si on a le temps, mais si on ne les fait pas, on les fait pas, on s'en fout. Mais du coup, on se focus là-dessus. Et petit à petit, on s'en veut plus. Parce que moi, au départ, honnêtement, hein, je m'en voulais de ne pas travailler, par exemple, mes 8 heures par jour, mes 9 heures par jour, mes 10 heures par jour. Parce que j'ai toujours un petit peu, mon père était indépendant et j'ai toujours eu cette image de dire, ah oui, un indépendant, ça trime, un indépendant, il a du mal de gagner son argent, un indépendant, il doit faire 80 heures par semaine. Enfin, j'avais toujours cette image de l'indépendant. Et donc, c'est vrai qu'au début, en me disant, moi, finalement, je bosse réellement, allez, de 8h30, 9h jusqu'à 15h. Au début, c'était voilà. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la productivité réelle. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'action me rapporte? Si c'est faire 15 actions, mais que ces actions-là ne me rapportent rien, je les batte. Voilà. C'est voilà, une des raisons qui fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté aussi de publier sur mes pages Facebook, etc., parce que je me suis rendu compte que finalement, en termes de productivité, il vaut mieux que je fasse une publicité et même mettre 50 euros ou 100 euros ou 200 euros de pub dessus que de commencer à faire 4-5 publications par jour. Ça va me prendre 2 heures, 2 heures et demie pour le faire. Et donc, du coup, ça va me coûter, entre guillemets, plus cher ces 2 heures et demie que de passer 10 minutes pour faire une pub et mettre 200 balles de pub, de budget dessus, quoi. Voilà. Ouais, c'est des actions, c'est 20%, la loi Pareto, quoi. Ouais, 20-80 un c'est petit peu, puis trouver ces exactement. 20%. Tout à fait. Trouver ces 20% qui amènent véritablement un résultat. Une autre manière de se poser la question, c'est de dire, tiens, si maintenant, à midi, je sais pas, il y a un événement catastrophique qui se passe et à midi, je ne sais plus travailler, quelles sont les 3 choses que je dois impérativement avoir fait avant midi, et le reste, à la limite, c'est du bonus, mais ça n'a aucun impact si je ne l'ai pas fait, entre guillemets. Et moi, ça m'aide voilà, énormément de bosser comme ça, et ce qui permet finalement d'avoir un rythme de vie qui n'est pas 100% focus sur le travail non plus, quoi. Moi, ça sert pas à grand-chose. Qui permet de faire des interviews, cigare à la main, dans le jardin, quoi. Exactement, voilà, avec ça on la voit pas, avec une bonne bière belge sur le côté, en profitant du Voilà. soleil, parce qu'on a 24 degrés aujourd'hui, c'est Ah, il magnifique. fait bon, hein. Ouais. Ah ouais, Après, je c'est vais top. sortir un petit coup aussi. Ah, il Ça va faut, il être faut. sympa. Il y a un truc que j'aime bien un peu dans tes contenus, parce que je te suis depuis quelques temps déjà, c'est le côté humain. Je trouve que tu donnes Oui, vraiment beaucoup d'importance à ce côté humain. oui. Tu en as déjà un petit peu parlé avant, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour toi. Et puis, comment tu réussis à faire transparaître un peu ça dans tes contenus?
Alors, il y a donc, bon, alors, effectivement, l'aspect humain, c'est un peu le truc, entre guillemets, pour lequel je me bats, si on peut dire ça, si on peut dire ça ainsi. Euh, et je suis assez content parce que, alors, moi, ça fait enfin, longtemps, tout est relatif, mais en tout cas, depuis que je bosse sur le web, je parle beaucoup de ce côté Mhm. humain. Et je suis assez content de voir qu'au courant 2019, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont dit ah, 2020 sera l'année de l'humain sur le web. Et ce qui est vrai, et je pense avec, entre guillemets, malheureusement, cette crise sanitaire qui est là, on le voit encore plus, les gens ont besoin Mhm. C'est d'avoir sûr. de l'humain. Parce que qui dit humain dit proximité, dit intimité, dit relation de confiance, dit finalement passage à l'action et achat plus facile, plus rapide que si on ne fait que du pur marketing. Après, comment on fait pour le transparaître? Il y a deux choses. Euh, Quand on le fait pour des clients, donc c'est-à-dire quand on bosse comme copywriter pour d'autres personnes, il faut choisir ses clients. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas mal réduit ma clientèle en tant que copywriter. J'ai vraiment conservé que les personnes avec qui je me sens le mieux, avec qui sont finalement le plus proche de mes valeurs et que ce soit Qui au niveau de t'amène leur... quelque chose au niveau humain aussi. Voilà. Mhm. Parce que du coup, quand j'écris pour eux, je ne vais pas dire que c'est comme si j'écrivais pour moi, mais presque en fait. En tout cas, Ouais. je me sens aussi naturel quand j'écris pour eux que quand j'écris pour moi. Et, euh, et après, à nouveau, ben, c'est quand j'écris, et surtout là, par contre, pour moi, parce que quand j'écris pour un client, je fais quand même attention de relire ce que Mhm, j'écris, mhm. quand même plusieurs fois. Quand j'écris pour moi, il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui me disent ah, putain, Olivier, il y a trois fautes dans ton email. Je dis bah ouais, il y a peut-être trois fautes dans mon email, mais Ah parce oui, que on en s'en fout. gros, j'ai envie de dire, je m'en fous. Voilà, je l'écris vraiment comme si j'écrivais à un pote, quoi. Et Mhm, c'est une des raisons pour laquelle moi j'aime bien tutoyer dans mes emails. Il y a des gens, ça leur plaît pas, mhm. donc ils les inscrivent. Bon, ok, très bien. Mais c'est parce que j'ai vraiment envie d'écrire en disant avec cette envie, comme si je parlais à un pote et comme si j'avais envie de l'aider. Et finalement, c'est le meilleur moyen de rester humain. Mhm. Euh, et surtout, ne pas être dans une espèce de forteresse. Alors, voilà, moi, je suis très accessible. N'importe qui peut avoir mon numéro de GSM quand il veut, me contacter sur WhatsApp, qu'il soit client ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est de... Parce que je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'avec le web, on a un peu mis sous une sorte de piédestal les web entrepreneurs en disant waouh, c'est Mhm. des surhommes, c'est génial, ils ont une vie magnifique et ils sont un petit peu mis dans une forteresse. Chose qui avait bien l'impression moins quand on parlait de l'entrepreneuriat traditionnel, mais c'est un peu, je sais pas, c'est un peu un non-sens. Pour moi, le web, le but, c'est quand même justement d'interconnecter des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de discuter ensemble si le web n'existait pas. Voilà, bêtement, nous Mhm. deux, voilà, on se serait Ben jamais oui, rencontrés bah si, non. enfin, très certainement jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu Internet. Et donc, je trouve ça un non-sens de justement de ne pas mettre l'humain au centre de Mhm. cette connexion mondiale, quoi, tout simplement. Ouais. Puis je rebondis juste à un truc sur le fait d'être humain aussi avec les clients, c'est que des fois c'est important de dire non à un client. C'est-à-dire si on sent que ça va Oui, pas matcher, ça sert à rien de se le oui, prendre juste pour gagner X milliers d'euros. oui, On va mal effectivement. travailler, quoi. Oui, c'est quelque chose que j'ai pas forcément fait au début. Bon, voilà. Mhm. Et c'est vrai que on se sent, enfin moi en tout cas, à un moment donné, je me sentais mal par rapport à ça. Ouais. Et tandis que à partir du moment où voilà, on accepte et on arrive à dire non à les clients, on sait qu'on reste aligné avec nos propres valeurs et que du coup, on va faire un boulot qui sera juste Mhm. génial parce Ouais. on va adorer ce pour quoi on va écrire. Limite, enfin, pouvait, si on pouvait le faire gratuitement, on le ferait gratuitement, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Euh, et ça, c'est l'idéal. Ouais, il a montré sa Mon petite fils qui tête veut là. se mettre derrière la caméra, là. Ouais. Viens faire un petit coucou, c'est bien. Voilà, il Du va coup, faire un petit coucou. j'imagine que quand tu as écrit ton webinaire en 1h30, c'est que tu étais vraiment dans un flow incroyable, hein. Tu as publié ça il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais, Alors, tout à je me fait. demande, c'est quoi le truc là derrière, sachant que quand ouais, ça demande du temps, entre écrire le Oui, script, faire les slides, etc. Du coup, tu as oui. quelque chose à Alors, nous apprendre là. ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, le tout, c'est que je vais revenir sur ça. La première chose, c'est forcément d'avoir une très bonne connaissance de son marché. Donc, Voilà. quand
c'est clair que quelqu'un qui démarre, quelqu'un qui lance son activité, qui doit seulement travailler sur tout ça, c'est impossible de faire un bon webinaire, en tout cas en 1h30, c'est impossible. Par contre, à partir du moment où on connaît bien son marché, un webinaire, finalement, c'est quoi? C'est un outil qui doit permettre d'adresser aux personnes qui vont regarder au webinaire tout un ensemble finalement de fausses croyances, des choses qu'ils pensent vraies, mais qui ne le sont pas, ou qu'on considère qu'ils ne le sont pas, et réussir effectivement à leur faire accepter que ce sont des fausses croyances. Tous les trucs, et dans tous les marchés, il y a ça. Ah ben on dit toujours que, on pense que, mes parents m'ont dit que, on m'a toujours fait croire que, etc. C'est ça en fait les fausses croyances. Un webinaire, j'ai envie de dire, un des seuls objectifs qu'un bon webinaire devrait poursuivre, c'est ça, c'est d'arriver à adresser ces fausses croyances et les faire tomber une à une. Pour que, après, les personnes qui auront accepté de faire tomber ces fausses croyances une à une soient prêtes finalement à accepter des nouvelles croyances, à accepter voilà, de penser autrement par rapport à leur situation. Et donc, quand on sait ça, ben, créer un webinaire, c'est quoi? C'est simplement choisir parmi le flux le flot de fausses croyances qu'on peut avoir, choisir 2, 3, 4, 5 fausses croyances que l'on connaît très bien sur son marché et simplement écrire là-dessus. Et quand on connaît bien ce marché, ben voilà, ça va rapidement. Après, pour la question des slides, moi, je suis un gros fainéant dans l'âme. Donc, dès que je peux faire quelque chose qui va me faire gagner du temps, je le fais. Et donc, ici, en l'occurrence, j'ai décidé vraiment de tester, de ne pas faire de slides et de faire ça en fait sous forme de papier. Donc, j'ai une tablette d'écriture, ça s'appelle Remarkable, voilà, qui permet vraiment d'écrire comme si on écrivait dans un cahier. Sauf qu'après, on peut exporter ça sous forme de PDF. Et donc, j'ai tout simplement, au lieu de faire des slides, ben, écrit là-dessus. Donc, ce sera en mode écriture à la main, très brut de décoffrage, pardon. Mais c'est un format que j'ai envie de tester, mais qui me permet de ne pas m'emmerder avec les beaux slides bien jolis, etc., qui me prennent un temps de fou et clairement qui m'emmerdent. Voilà. Donc, on en revient à la loi de Pareto. Si tout d'un coup, ces 20% te donnent plus de exactement. résultats, ben, tu auras fait bingo. Exactement. En plus de ce côté web marketing, copywriting, je sais que tu attaches quand même pas mal d'importance au développement personnel. Puis ça, je le remarque aussi au travers de beaucoup d'entrepreneurs que je connais. Qu'est-ce que tu as déjà mis en place? Qu'est-ce qui t'aide tous les jours à grandir ou à atteindre tes objectifs? C'est quoi? Tu as 2-3 trucs que tu utilises vraiment particulièrement? Alors, des trucs, pas vraiment. Moi, il y a une chose il y a un bouquin que je relis très souvent, et j'en ai déjà parlé à différents moments dans les contenus, c'est les quatre accords Toltec. Et il y a le dernier accord, le dernier des accords d'ailleurs, qui est fais toujours de ton mieux. Il y a toujours cet aspect-là. En fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, j'ai pas fait d'études, donc j'ai arrêté en Belgique, c'est les secondaires supérieurs, donc c'est l'équivalent du bac, par exemple, en France. Et je sais que ce fait-là m'a toujours finalement poussé à vouloir toujours faire plus, ou faire mieux, essayer de faire mieux, faire mieux, entre guillemets, pour me prouver à moi-même que j'étais capable de. Et je sais que vouloir toujours faire de son mieux et toujours vouloir apprendre plus, c'est un des éléments qui m'aide beaucoup. Et le deuxième élément, c'est tout simplement la gratitude. Et c'est de s'apercevoir pour des bêtes choses parfois, mais qu'on a une putain de chance en fait. Et que chaque petite chose peut être une opportunité une opportunité de grandir, une opportunité simplement d'être heureux. Et donc, du coup, après, finalement, quand tu vis comme ça, un peu dans cet aspect un peu gratitude, bah, tu te rends compte que en soi, rien n'est grave, que toutes les choses que l'on vit sont des opportunités de rebondir. Moi, je me souviens qu'à l'époque, bah oui, quand j'ai vécu ma faillite, j'étais mal, quoi, parce que
C'est beaucoup de C'était mon travail, quoi. bébé, entre guillemets. Voilà, c'était la première société que je créais. Je me suis énormément remis en question. Je me suis dit, bon, ben, finalement, je suis peut-être pas fait pour être entrepreneur. Finalement, je suis peut-être trop nul. Finalement, je suis trop ceci, trop cela, trop cela. Et en fait, maintenant, je m'aperçois que non, si j'avais pas connu cette faillite, je connaîtrais pas la vie que je vis là maintenant. Ouais, c'est ça. Et pareil, si en 2013, mon contrat s'était pas stoppé brutalement, ben, j'aurais pas créé l'agence web. L'agence web n'aurait pas fait faillite. J'en serais pas là aujourd'hui. Et si, et si, et si. Donc voilà. Donc en gros, tous ces événements qui vécus sur le moment même, on peut se dire, waouh, c'est une sacrée grosse claque à se manger. Quand on les prend avec du recul, on se rend compte que finalement, ça a été probablement parmi les meilleurs événements que j'ai vécus. Mhm. Donc quand on sait ça, quand on s'aperçoit de ça, ben, ce qui est important, c'est que sur le moment même, quand on vit quelque chose où on peut se dire, merde, là c'est une tuile, ok, Mhm. c'est peut-être une tuile, mais voyons, Qu'est-ce qu'est-ce que qui je peux peut se passer de apprendre, mieux quoi. après tout ça? Mhm. Voilà. Et j'essaie, voilà, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce qui va sortir de bon de tout ça? Mhm. C'est pas faire la politique de l'autruche, c'est dire je vais bien, tout va. Enfin, comme voilà, ces fameux je vais bien, tout va bien, là, comme c'était Danny Mhm. Boone là, dans son sketch qui disait ça. C'est pas rentrer dans ce truc-là, mais c'est de dire ok, il y a ça qui se passe. L'événement, il est là, je ne sais rien y changer, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ressortir de cet élément-là? Mhm. Et après, c'est sûr que quand tu bosses avec des clients ben, voilà, qui sont dans ce domaine-là, ben, ça aide énormément parce que tu as Mhm. finalement une sorte de coaching aussi derrière, un peu en Motivation, ouais. permanence, une Mhm. motivation et ça aide beaucoup. Ouais. Ok, c'est cool. Comment on peut te trouver sur le net? Tu as une offre actuellement que tu mets en avant ou... Alors, je vais bientôt ressortir, relancer probablement ben, justement Copy Cash. Je vais Mhm. certainement relancer les ventes bientôt. Ici, le plus simple, c'est vraiment de rentrer parce que moi, c'est toujours mon point d'entrée, c'est de rentrer dans mes contacts privés, comme je dis, donc sur ma liste email. Mhm. Ben, voilà, j'envoie tous les jours. D'ailleurs, ça me fait penser qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas envoyé mon email. Je vais le faire juste après. J'envoie tous les jours un email à ma liste et puis c'est aussi un bon moyen après, bah, pourquoi pas, d'aller plus loin, c'est-à-dire de rentrer en contact sur WhatsApp, de Mhm. discuter et puis de voir ce qui est là. Donc il y a un lien, bah, ça je te donnerai si tu Je le veux, mettrai il y a un lien, dans les commentaires. Ouais. voilà, il y a un lien Bitly qui permet d'accéder Mhm. à ça très facilement. Top. Dernière question bonus. Si tu devais te battre pour une bonne cause maintenant, ça serait quoi? Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur, que tu aimerais voir changer? Ah, euh, si on reste sur l'aspect, enfin, c'est un petit peu sur les aspects dont on a un petit peu parlé. Moi, le truc, ce serait vraiment de donner la possibilité à un maximum de personnes de pouvoir se créer une activité Mhm. qui correspond véritablement à, à ce qui leur fait plaisir, à ce qui leur donne surtout la possibilité de vivre la vie qu'ils désirent. Et je sais que ça fait cliché de dire ça, mais moi je sais que voilà, je ne suis pas millionnaire qui roule en Ferrari, qui vit sur un yacht ou au bord d'une plage, je ne sirote pas des cocktails, etc., etc. Mais je sais que aujourd'hui, mon parcours me permet de vivre la vie que j'ai toujours voulu rêver, enfin que j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire je suis tranquillement chez moi, je peux m'occuper de mes enfants quand je le veux. Mhm. Il y a pas mieux. Enfin, je veux dire, tout ça ne remplace pas les éventuels milliers d'euros que tu peux gagner. Et le truc, moi, qui me fend le cœur, c'est quand je vois des personnes qui sont obligées tous les matins de se lever, d'aller dans un boulot qui leur plaît éventuellement plus, voilà, mais ils sont obligés de le faire parce que c'est alimentaire, Mhm. Mhm. parce qu'ils n'arrivent pas à passer au-dessus. Et souvent, c'est souvent un blocage, une limitation, en fait, hein, une fausse croyance. Si je pouvais faire en sorte que de plus en plus de personnes arrivent à sauter le pas et finalement à développer une activité qui leur Mhm. permet de vivre cette vie-là, ça, ce serait top. Top. Bah, écoute, Olivier, je te remercie vraiment beaucoup pour ce petit moment Merci à toi. passé dans le jardin et avec toi. Ouais, tu as vu avec la petite incrustation là, de mon fils tout à l'heure. Bah oui, Voilà, écoute, en plus, c'est la en vie, c'est comme spécial ça. West. Ouais. Et voilà, mais qui est d'ailleurs le fameux Nilo pour qui j'écris ces fameuses lettres. Voilà, les Voilà, fameuses exact. Copyright Letters. Bon, il Le est encore tome un peu 1 petit et le pour les tome lire 2. là. Voilà, j'ai commencé à lui faire lire la première lettre, mais il est encore un peu petit là. Je Ouais, vais attendre d'ici encore quelques quelques temps. années. Ouais, Très tout à bien, fait. bah écoute, je me réjouis de te recroiser d'ici quelques temps, ou sur le net, ou Merci à toi, n'importe où. Et puis avec je te plaisir. souhaite une
très bonne fin de journée alors. Très bonne journée aussi, à bientôt. Ciao. Merci, bye bye. Salut.